Alors, on va donc ce soir dans le débat du Grand Direct évoquer la stratégie de l'armée israélienne en Cisjordanie. On sait que l'ONU a demandé à Israël de stopper son opération ou tout au moins de l'atténuer parce que il commençait à y avoir de plus en plus d'accrochages avec les Palestiniens dans la recherche de ces 3 adolescents kidnappés. Est-ce qu'Israël doit entendre cet appel lancé par l'ONU ou au contraire continuer son opération jusqu'à la découverte et à l'élucidation de cet enlèvement? On va en parler ce soir avec nos 2 invités. Freddy Eitan, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël, merci à vous. Et Marc Lefebvre, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous faites partie du mouvement Shalom Arshav, traduction La paix maintenant. Alors, d'abord vous, Freddy Eitan, est-ce que vous trouvez que la communauté internationale prend la mesure finalement de la gravité de cette histoire et a raison de demander à Israël aussi de freiner un petit peu ses opérations militaires? Écoutez, la communauté internationale fait la sourde oreille à chaque fois dans d'autres événements. Regardez la crise syrienne, la guerre civile, la barbarie quotidienne. Regardez ce qui se passe en Irak. Le Conseil de sécurité ne s'est pas réuni. Et je vous dirais qu'en Syrie, il y a eu 160 000 morts et plus de 3 millions de réfugiés. Donc le Conseil de sécurité se réunit à chaque fois qu'il y a un problème concernant Israël. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette opération a été menée, il faut le rappeler. Il y a eu 3 adolescents qui voulaient rentrer chez eux et qui ont été kidnappés. Ils ont été kidnappés, on le sait, par le Hamas, c'est-à-dire un groupe terroriste, un mouvement terroriste. Et ce groupe terroriste, évidemment, non seulement a été banni par la communauté internationale, y compris par l'Europe, et donc dans ces conditions-là, Israël avait le droit, sur le plan légitime et tout à fait naturel, de rechercher ses enfants et les ramener à la maison. Et donc une opération de ce genre est une opération tout à fait légale. Et donc s'il y a un appel de l'ONU, oui, évidemment on fait partie de l'ONU et on acceptera évidemment les résolutions de l'ONU. Mais il faut avoir aussi une certaine légitimité dans le combat et dans la défense de l'État d'Israël. Marc Lefebvre, est-ce que vous trouvez que cette opération est allée trop loin ou est-ce qu'elle doit continuer? Ce que je constate, moi, c'est que la communauté internationale a manifesté jusqu'à maintenant, puisque cette opération dure déjà depuis plus de 10 jours, une certaine retenue. Une retenue dans le contexte d'isolement international d'Israël, c'est déjà une demi-compréhension. Retenue dans la condamnation aussi, quand même, du rapt? Une retenue, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires de la communauté internationale depuis une dizaine de jours. On arrive maintenant, quelque part, à la fin d'une certaine étape. C'est reconnu aussi par les autorités militaires. Il suffit d'écouter ce qu'a dit aujourd'hui le chef d'état-major et ce que disent tous les commentateurs appropriés. On arrive au bout d'une certaine étape et il va falloir trouver d'autres moyens pour retrouver ces adolescents qui ont été kidnappés. Donc, quelque part, que la communauté internationale attende un moment où, de toute façon, même au niveau des organismes de sécurité israéliens, on reconnaît qu'il faut passer à autre chose, c'est le minimum qu'on pouvait attendre d'une communauté internationale qui nous est pas favorable aussi par le manque d'initiative, mais ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, le manque d'initiative du gouvernement israélien pour débloquer la situation en général. Ouais. Mais on a vu par exemple qu'il y a eu des condamnations, on va dire, de certains pays très rapidement suite à cet enlèvement, d'autres qui ont attendu un peu plus. Aujourd'hui, on voyait aussi Laurent Fabius rappeler que certes, il fallait que ces adolescents soient libérés, mais qu'il y avait aussi des Palestiniens qui étaient morts dans ces opérations. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures ou pas quand il s'agit d'Israël, Freddy Eitan? Il y a eu toujours, depuis la création de l'État d'Israël, il y a des problèmes. Les problèmes, nous les connaissons. La diplomatie israélienne a du mal à chaque fois de percer, a du mal de s'expliquer. C'est pour ça qu'on emploie un terme hasbara, qui veut dire expliquer à chaque fois la cause de l'État d'Israël. Mais je vous dirais que dans ces conditions-là, c'est vrai que l'opération a pris un tournant. Et nous avons effectivement des précisions sur où se trouvent plus ou moins ces adolescents et on sait qui est responsable. Mais d'un autre côté, évidemment, dans toute opération militaire, des opérations militaires sont sales et il y a des bavures. Et il y a à chaque fois des conditions très difficiles. Mais c'est aussi, je dirais, une certaine solidarité d'un peuple, toute une nation
Et on l'a vu comment les mamans sont aujourd'hui à Genève, et donc pour plaider la cause de leur fils. Il y a quand même une entente, une compréhension. Évidemment, il ne faut pas dépasser, il y a des limites dans chaque opération, et effectivement, on va focaliser aujourd'hui donc sur le renseignement, et beaucoup plus que sur le ratissage. Et donc le renseignement est très important, le renseignement par drone, le renseignement par le Shin Bet, et on connaît parfaitement les rouages donc des problèmes qui existent au sein même de la population palestinienne, mais il faut le répéter une fois encore, les dirigeants du Hamas, et je ne dirais pas une membre de la Knesset aussi, encourage donc par l'incitation à la haine, par des propos qui sont sanguinaires et des propos qui sont belliqueux. Non, il faudrait trouver effectivement un compromis, une entente pour sortir donc de l'impasse. Mais enfin, je dirais que dans chaque crise et après chaque crise et dans chaque, je dirais, conflit, il y a toujours après. Il est plus facile, entre guillemets, il est plus facile de ramener les esprits et de dire, voilà, nous pouvons relancer un certain processus. Et dans ce cadre-là, je crois qu'on pourrait relancer un processus. Ouais. Vous pensez que ça va laisser des traces on va être d'accord sur la dernière phrase que vous venez de prononcer. Effectivement, la seule façon de sortir d'une impasse militaire ou d'une impasse de sécurité, c'est par la diplomatie et c'est par l'initiative diplomatique. Tout à l'heure, on parlait de l'isolement diplomatique d'Israël. C'est vrai que c'est une constante dans l'histoire d'Israël. Mais Israël n'est pas, et c'est vous, monsieur l'ambassadeur, vous ne pourrez pas me contredire, Israël n'est pas isolé sur la scène internationale quand Israël prend des initiatives pour justement essayer d'arriver à une solution de paix. Au moment des accords d'Oslo et après les accords d'Oslo, pendant quelques années... Attendez, laissez-moi terminer. On a vu le résultat. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais quand même. Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On peut débattre. Israël a été beaucoup moins isolé diplomatiquement sur la scène internationale quand Israël a pris des initiatives. Et Israël survivra, Israël gagnera quand elle prendra des initiatives. Et effectivement, vous avez raison. La question, tout de suite après, c'est quelles initiatives politiques peut-on prendre pour arrêter cet engrenage de violence, cet engrenage d'actions terroristes et de représailles et de contre-représailles, etc., etc. Des propos vociférants, des appels à la haine, etc. On ne va pas faire la comptabilité. Regardons aussi chez nous. On n'est pas non plus là-dessus complètement innocent. Et on a quand même un ministre des Affaires étrangères qui, des fois, s'exprime de façon, disons, brutale. Donc, à la petite compétition des propos haineux ou des propos provocateurs, personne n'a de leçons à donner à personne. La question est effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? On a un responsable de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, qui s'est quand même, en tout cas pendant les premiers jours, s'est aussi prononcé avec retenue, a fait des déclarations où il a été extrêmement critiqué dans le monde arabe. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse s'isoler complètement, on le laisse faire croire qu'il est un collaborateur. Il doit rompre aujourd'hui ce gouvernement. Est-ce que cette affaire, finalement, scelle la fin du gouvernement d'union palestinien ? Écoutez, je ne sais pas. Et je pense que de toute façon, si on regarde les choses d'un point de vue symétrique, si demain vous avez un dirigeant palestinien qui sort une déclaration en disant « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, vous devez vous séparer de tel et tel parti », comment réagira la population israélienne ? Il dira, c'est pas son problème. C'est pas votre problème. Freddy Eitan ? Je crois que la paix maintenant, le mouvement La paix maintenant, c'est un constat d'échec. Créé en 1977, ce mouvement a essayé par tous les moyens de trouver un compromis surtout avec les Palestiniens. Et on le constate, 20 ans après Oslo, c'est un échec total. 20 ans après, donc, tous les pourparlers ont échoué d'une manière aussi flagrante que cela existe. Ce n'est plus la paix c'est plus la paix maintenant, parce qu'on voit autour de nous ce qui se passe. On peut pas, il faut être naïf ou idiot pour comprendre que demain, ça sera la paix ou la paix maintenant. Donc il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas assez quand même, nous sommes pragmatiques, nous sommes réalistes, nous voyons sur le terrain ce qui se passe. Donc c'est un échec cuisant de la part de ce mouvement. C'est un petit mouvement qui représente à peine 2% de la population israélienne, il faut aussi le dire.
Et donc, dans ces conditions-là, je crois qu'il y a, et il faut, continuer et poursuivre le processus de paix. C'est dans l'intérêt de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas aussi par une paix romantique, une paix qui nous berce d'illusions. Donc il faut être réaliste. Nous sommes au Proche-Orient, c'est une jungle au Proche-Orient aujourd'hui. Et c'est le seul pays ici, pays démocratique, dans un environnement hostile. Et nous devons donc faire face à des menaces proches et des menaces lointaines. Mais nous avons des voisins. Nous devons coexister ensemble. Nous devons trouver des solutions. Nous sommes effectivement fervents dans cette affaire-là et nous devons poursuivre ce processus de paix. Mahmoud Abbas est un partenaire, il faut le dire, il faut le répéter. Il a eu le courage de dire des choses, il faut l'encourager. Mais aussi, il ne faut pas lui donner des notes. Il ne faut pas lui dire, effectivement, vous êtes formidable et vous êtes là. On ne veut pas intervenir dans les affaires intérieures ni des Palestiniens, ni dans aucun pays arabe. Ce n'est pas notre rôle d'intervenir dans les affaires et ce n'est pas notre rôle de donner des notes à tel ou tel chef d'État. Cela pourrait, dans le monde arabe, et celui qui ne comprend pas comment le monde arabe fonctionne, cela pourrait dire pour Mahmoud Abbas et d'autres dirigeants, ils sont des traites de la cause arabe. Et donc on ne veut pas qu'ils soient traités comme un traître. Et donc, dans ces conditions-là, nous devons reprendre le processus de paix. Et je crois que le moment est propice aujourd'hui que Mahmoud Abbas se détache, non pas parce que c'est un gouvernement d'union nationale et on n'a pas le droit de dire, comme disait monsieur, il ne faut pas dire si notre gouvernement a un parti tel ou tel. Non, il s'agit d'un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas. Le Hamas, c'est les frères musulmans. Le Hamas, c'est aussi ni l'existence même de l'État d'Israël. Le Hamas est un groupe terroriste reconnu par la communauté internationale, par le quartet. Donc s'il applique le Hamas les conditions du quartet, les conditions que nous posons à chaque fois, c'est-à-dire la fin du terrorisme et la reconnaissance de tous les traités, eh bien, on peut négocier effectivement avec ce gouvernement. Mais tant qu'il ne le fera pas, eh bien, on sera dans une impasse et ça sera le chaos du côté palestinien et dans tout l'environnement qui nous entoure. Marc Lefebvre. Écoutez, face à ce long discours, je peux dire simplement quelque chose. D'abord, en ce qui concerne la paix maintenant, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et la paix maintenant a une influence beaucoup plus large que le nombre de ses militants. Et vous savez très bien que beaucoup de responsables qui ont été des hauts responsables dans l'appareil militaire et dans l'appareil de sécurité sont peu ou prou sur les positions que nous défendons par rapport à la colonisation et par rapport à la nécessité d'un processus de paix. Je ne suis pas là pour polémiquer avec vous là-dessus, ni répondre à des attaques qui sont à la limite des attaques personnelles. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est une certaine réalité. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est une question naïve. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est quelles sont les initiatives possibles pour débloquer cette situation et pour faire en sorte que, dans un environnement extrêmement chaotique, où il y a des menaces de tous les côtés, je ne suis pas là pour faire du romantisme, ni pour évacuer ces considérations, loin de là. Il faut les prendre en compte. Le problème, c'est quelle est la meilleure sécurité pour Israël à long terme. La meilleure sécurité à long terme, c'est un accord de paix. Bon, c'est pas facile, et moins on y arrive, plus on accumule les échecs dans ces processus de paix, plus ça devient encore plus difficile de le faire. N'empêche que c'est une nécessité impérieuse. C'est une nécessité impérieuse de trouver, par tous les moyens, un accord de paix et faire des initiatives en conséquence. Il est sûr qu'avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, avec des partis à l'intérieur de ce gouvernement qui sont absolument résolus à ne rien céder, à poursuivre la colonisation par tous les moyens, on n'envoie pas un signal très favorable pour dire nous sommes prêts à un véritable accord. Parce que c'est pas le tout de négocier. Il faut aussi mettre des choses sur la table et que chacun fasse des compromis et que chacun fasse des concessions. Le problème, il est là. Quel est le gouvernement qu'on peut mettre en place pour qu'on fasse des concessions qui soient de toute façon... Je pense que la majorité du public israélien, en plus de ça, quand on lui mettra les choses sur la table en disant voilà, on a ça contre ça, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là, la majorité de la population israélienne sera pour des compromis, même si ce sont des compromis douloureux.
Allez, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord pour que le peuple israélien souhaite la paix. Mais aussi, il y a le verdict électoral. Et le verdict électoral a donné au pouvoir donc cette majorité. Et il faut respecter, nous sommes dans un pays démocratique, et donc il faut respecter donc ce gouvernement. Pour le faire tomber, eh ben, il y a des mouvements et il y a une campagne électorale. Il y aura des élections, anticipées ou pas. Et c'est le peuple qui décidera en fin de compte. Mais la volonté évidemment du peuple, le consensus général, c'est effectivement une paix viable avec les Palestiniens. Bon, on verra en tout cas quelle suite l'armée donne à cette opération de ratissage, ou si elle est effectivement allégée, comme l'a laissé entendre aujourd'hui le chef d'état-major. Merci Freddy Ethan, merci à vous Marc Lefebvre d'être venu débattre dans ce studio. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, c'est un témoignage exclusif qu'on vous propose, celui du père du soldat Nachshon Waxman, Yehuda Waxman, qui avait été enlevé et tué par le Hamas il y a 20 ans. C'est dans un instant sur i24 News.